Bonjour. Ah. Donc cette fois-ci avec un micro. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Guillaume Smet. Je suis Project Lead d'Hibernate Validator. Je suis aussi un contributeur majeur à Quarkus et je m'occupe de coordonner les releases de Quarkus. Aujourd'hui, donc, vous l'avez compris, on va parler de Quarkus. Qu'est-ce que c'est ? C'est un framework open source qui vous permet d'écrire des applications Java. Alors l'open source est important, c'est sous licence Apache. On a à peu près 150 contributeurs là pour l'instant, donc c'est un projet qui est vivant et qui est ouvert au monde. Donc n'hésitez pas à venir contribuer, à venir vous présenter, on sera ravis de vous accueillir. C'est un projet qui a 3 objectifs. Le premier, c'est de s'inscrire dans un environnement cloud native, donc capacité à être déployé facilement sur des environnements Kubernetes et OpenShift. Le deuxième a à voir avec les microservices. Et quand on parle de microservices, on va surtout parler de la densité et de la capacité à installer le maximum d'applications Java dans des environnements contraints. Dernière composante, c'est le serverless. Là, on va parler d'une composante qui est le temps de démarrage et la capacité du coup à démarrer très très rapidement son application Java pour être capable de répondre à des requêtes. On va commencer directement par une démo et je vais vous montrer ce que ça fait de développer avec Quarkus. C'est un des éléments qu'on a essayé de beaucoup travailler, que l'expérience de développement soit particulièrement sympathique. Du coup, on va démarrer. Donc, j'ai juste créé un projet Maven vide avec la commande Quarkus qui va bien. J'ai démarré un cluster PostgreSQL et j'ai démarré un cluster Elasticsearch. Je vais juste rajouter l'ensemble des extensions dont j'ai besoin. Alors, je vais avoir besoin de Hibernate ORM with Panache. Je vais vous expliquer après ce que c'est. On va avoir besoin d'un driver JDBC pour se connecter à notre cluster PostgreSQL. On va avoir besoin de Hibernate Search qui va nous faire le lien avec Elasticsearch. On va avoir besoin de quoi sérialiser nos entités en JSON. Donc là, j'ai utilisé JSON B. On peut utiliser Jackson si vous préférez, on supporte les deux. Et le dernier élément qu'on va rajouter, c'est OpenAPI. Donc là, on a un retour direct, on a installé l'ensemble de nos extensions. À partir du moment où on a installé nos extensions, ce qu'on fait en fait avec Quarkus, je vais faire un clean parce que j'ai peut-être des vieux trucs qui traînent, et on va passer en dev mode. Le principe du dev mode, c'est qu'à partir de maintenant, je ne vais plus redémarrer ou arrêter quoi que ce soit. Quarkus va gérer ça tout seul, et je vais pouvoir rafraîchir mon interface et on va voir au fur et à mesure l'application qui va se construire. Alors pour l'instant, mon interface elle est vide parce que j'ai juste un fichier statique, mais on va petit à petit rajouter nos entités et notre ressource REST qui va nous permettre d'avoir un service REST. Donc là, c'est la ressource qui est créée par défaut avec Quarkus. Elle ne va pas être très intéressante pour nous. Ce qu'on va faire, c'est on va créer 2 petites entités. Une entité book et une entité au sort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis le dernier utilisateur d'Eclipse. C'est moi. Donc notre entité au sort, qui va être la base du truc, c'est une entité Hibernate. Donc pour ça, on utilise JPA standard. Et on va utiliser quelque chose qui s'appelle Panache, qui permet de simplifier énormément la couche Hibernate. On verra plus tard ce que ça peut apporter. Mon auteur, je vais lui mettre un prénom. Je vais lui mettre un nom de famille. Et puis, je vais lui mettre une liste de books. Hop. C'est une entité avec laquelle on va avoir une relation. On va se faire du cascade all, du fetch eager. On va mapper sur le champ au sort de book
Et on ne doit pas être mal. Oui, on a tout. Donc ça, c'est du JPA standard. Dans Quarkus, on a vraiment essayé de réutiliser des technos qui existent. Donc si vous êtes un peu familier avec le monde des standards Java, JPA, JAX-RS, etc., vous allez retrouver vos petits. On va faire la même chose avec notre book. Alors lui, on va faire plus simple. On va juste lui rajouter un titre. Et on va voir la relation inverse. Avec un minute one. Donc là, j'ai mes deux entités et j'ai mon modèle. Ce que j'ai rajouté avant, c'est l'ensemble des ressources statiques et notamment un petit script qui va m'intégrer des données par défaut. Donc ça, c'est complètement intégré dans Quarkus et dans Hibernate ORM. Ce script-là va être pris automatiquement et les données vont être intégrées. La dernière chose que je dois faire, c'est créer mon service REST. Donc on va se créer une classe library resource. Alors, c'est du JAX-RS, c'est relativement simple. On va se mettre sur library. On va indiquer qu'on va faire du JSON. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que l'autonégociation JAX-RS, elle peut être un peu problématique parfois. La deuxième, c'est que, on verra tout à l'heure que Quarkus et GraalVM font de l'élimination de code mort. Et du coup, le fait de dire je ne vais faire que du JSON, ça va nous permettre plus tard de dire ah ben on ne fait pas de XML, on ne fait pas de whatever, et du coup on va supprimer un certain nombre de classes qui ne vont pas nous servir. Donc guider au maximum GraalVM dans sa capacité à éliminer le code qui ne sert pas. Là on va faire des choses relativement simples, on va ajouter une méthode AutoSort qui va être en put. Donc ça, c'est toutes des annotations qui sont standards, rien de nouveau sur Quarkus. On va lui pousser un OSort et on va juste persister notre auteur. Voilà, là on a du coup la sauvegarde de la création d'un nouvel auteur. Notre objectif, c'est de faire en sorte de faire un moteur de recherche. Donc on va se faire un autre point d'entrée qui va nous permettre d'avoir une recherche. La recherche, elle va être sur les auteurs. Et je vais vous... On va avoir un paramètre qui va être pattern et qui va être notre pattern de recherche. Voilà. Alors, pour l'instant, à aucun moment, oui, tant qu'à faire, on va dire que c'est une string. Pour l'instant, à aucun moment, on a utilisé Hibernate Search, donc on va juste se faire la liste de l'ensemble des entités. Donc ça, typiquement, ces appels au sort.persist et au sort.listAll, c'est des appels qui sont apportés par Panache. Panache va instrumenter les classes et rajouter un certain nombre de méthodes. On fait énormément d'instrumentation et de génération de bytecode dans Quarkus. Donc là, en fait, je ne vais rien arrêter. Et si j'ai fait les choses correctement, évidemment non. Ah oui, j'ai oublié le truc que j'oublie tout le temps. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, on a le retour d'erreur. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va être capable de corriger l'erreur et de recharger et d'avoir notre résultat. Donc l'erreur que j'ai faite, c'est qu'il y a une boucle infinie dans la sérialisation JSON, et du coup, il n'arrive pas à retrouver ses petits. Donc là, on se retrouve avec une application où on a la persistance, et normalement, si je rajoute un auteur, j'ai un auteur en plus. Alors cet auteur, il va disparaître la prochaine fois que je vais recharger l'application, parce qu'on va dropper toutes les données et réintégrer les nouvelles données.
Et là, si vous regardez un peu le temps qu'a mis Quarkus à redémarrer, en fait, il a mis à peu près une demi-seconde à redémarrer, à relancer Hibernate et à remettre l'application d'aplomb. La dernière chose qu'on va faire dans cette petite démo, c'est rajouter un Elasticsearch avec Hibernate Search. Donc le principe de Hibernate Search, c'est qu'on rajoute des annotations pour indiquer qu'on va indexer nos éléments. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la recherche full text, mais le principe de l'analyzer, c'est quelque chose qui va découper les mots et qui va potentiellement vous les filtrer, enlever les majuscules, enlever les accents, etc. Quelque chose qui est très utile en recherche plein texte. Là, j'utilise l'analyseur standard d'Elasticsearch. Dans un exemple un peu plus concret, en particulier en français, on utilisera un analyseur custom. Un autre élément intéressant de Hibernate Search, c'est que je vais être capable d'intégrer automatiquement des entités liées dans mon index principal. Donc là, je vais également indexer les livres à l'intérieur de mon index auteur. Ce qui est intéressant également, c'est que quand je vais modifier le livre, ça va automatiquement réindexer l'auteur. Donc je n'ai pas à m'occuper de ces relations, ça va être géré automatiquement par Hibernate Search. Et du coup, là, ce que je vais faire dans mon livre, je vais juste indiquer que je veux indexer les titres. Maintenant, on va devoir faire deux choses. La première, c'est que on va devoir réindexer les éléments à l'initialisation. Pour une bonne raison, c'est que comme ils sont intégrés via du SQL, ils ne passent pas par Hibernate, ils ne passent pas par Hibernate Search, donc ils ne sont pas indexés automatiquement. Pour ça, on a quelque chose qui s'appelle le mass indexer. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est du coup la capacité à injecter une propriété via microprofile config. Donc c'est encore un standard. Donc on va mettre une valeur par défaut à vrai. En mode production, elle va être à faux, parce qu'en mode production, je ne vais pas vouloir réindexer à chaque fois. On va l'appeler simplement, ça va être un boolean, on va l'appeler force reindex. On va aussi injecter un entity manager. Donc dans Quarkus, l'injection fonctionne avec CDI, qui est aussi un standard, donc on retrouve les annotations standards de CDI. On a aussi une couche de compatibilité avec Spring, donc vous pouvez potentiellement utiliser les annotations Spring. Une fois qu'on a fait ça, on va juste se rajouter la méthode qui va faire l'indexation. Pour ça, on va utiliser encore CDI, donc d'abord une transaction, et ensuite on va observer l'événement de démarrage. Donc chaque fois que mon application va démarrer, je vais passer dans cette méthode, et du coup ma méthode, si je veux réindexer, je vais commencer à utiliser notre ami Hibernate Search. Donc le point d'entrée de Hibernate Search, c'est la classe Search. C'est relativement simple à utiliser. On va lui demander un mass indexer et on va démarrer le mass indexer et attendre. Ça soulève une exception qui est une interrupted exception. On va juste l'envoyer pour l'instant. Donc là, le principe, c'est qu'à chaque fois que je vais redémarrer mon application, je vais réindexer l'ensemble des données qui ont été intégrées via le SQL. La deuxième chose, c'est que je vais avoir envie d'utiliser ma recherche full text. Donc on va l'implémenter. Pour ça, on va récupérer une session. Non, c'est l'autre. Avec un entity manager. On va chercher nos osseurs. Et ensuite, on va créer un prédicat. Et donc pour les prédicats, on propose à peu près tout ce que propose Elasticsearch. Donc dans notre cas, si pattern n'est pas nul, alors si pattern est nul, ou pattern est vide, on va juste faire un match all et tout renvoyer. Et sinon, on va utiliser ce qui s'appelle Simple Query String de Elasticsearch pour faire une recherche sur un ensemble de champs. Donc là, en l'occurrence, on va chercher sur les champs first name, sur le champ last name, et on va aussi chercher sur le champ books title qu'on a réussi à indexer via la notation qu'on a rajoutée tout à l'heure.
on va matcher notre pattern, et on va renvoyer la liste des résultats. Voilà. Donc là, on a fini. Ce qu'on a fait, c'est on a implémenté une toute petite application avec du CRUD, et également avec une recherche plein texte. Alors, on va voir si ça fait quelque chose. Donc encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai rien redémarré. Alors là, c'est un peu plus long parce qu'il faut qu'on pousse l'indexation vers Elasticsearch. Donc là, on a l'impression que c'est la même appli qu'avant. La question, c'est est-ce que ma recherche full text, elle marche? Et la réponse est oui. Donc on a la capacité à chercher sur des phrases. Je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup là, je cherche sur les books. Et évidemment, ce qu'apporte aussi notre ami Hibernate Search, c'est que quand je vais créer mon nouvel auteur, je vais pouvoir chercher dessus directement. Parce qu'il est automatiquement indexé dans Elasticsearch. Donc l'idée de cette démo, c'est deux choses. C'est déjà vous montrer qu'avec Quarkus, on a un mode de développement qui est hyper fluide. On ne s'occupe pas de faire des redémarrages. On se concentre vraiment sur le développement. Et la deuxième chose, c'était de vous montrer un peu notre couche de persistance et ce qu'on a apporté à la couche de persistance pour simplifier tout ça. La dernière chose qu'on va faire, parce que c'est un des intérêts de Quarkus, c'est qu'on va construire une application native. Alors, vous allez me dire, là, j'ai pas trop eu le temps d'aller voir mes mails et de boire un café. Le vrai avantage de l'application native, c'est que vous allez vraiment avoir le temps de faire tout ça. Mais alors vraiment. Donc on va lancer ça, et on va laisser tourner en fond, et on va y revenir un peu plus tard. On va reprendre notre présentation tranquillement. Alors, pourquoi on a créé Quarkus? La vraie raison, c'est que de plus en plus, on part d'architectures qui sont monolithiques vers des architectures qui s'orientent vers des microservices. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de monolithe, mais vous avez tout plein de microservices qui vont graviter autour. Quand on pousse vraiment les choses jusqu'au bout et sur certains besoins, on va aller jusqu'à créer des fonctions et du coup aller vers serverless. Le souci, c'est que votre équipe de 20 personnes que vous aviez pour gérer votre monolithe, c'est toujours la même équipe qui va devoir gérer le vieux monolithe, qu'il faut toujours maintenir, et les 20 microservices en plus qu'on va rajouter. Donc pour ça, il faut arriver à être efficace et arriver à être rapide. À partir du moment où on a un monde de microservices, on veut aussi améliorer la densité. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc être capable d'installer des microservices dans des environnements hyper restreints en termes de mémoire et en termes de CPU. Les fonctions, ça va encore un peu plus loin. Le principe des fonctions, c'est qu'on va scaler jusqu'à 0. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va juste ne plus avoir d'applications qui tournent et on va les démarrer vraiment qu'au besoin. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas se permettre d'avoir notre application Java qui démarre en 10 secondes. Ça ne va pas marcher. Donc on a besoin d'une application Java qui démarre en quelques dizaines de millisecondes et pas plus. Gérer des microservices, c'est toujours plus complexe que de gérer une architecture standard. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on va vers ça? L'idée, c'est que quand on va vouloir ajouter une fonctionnalité, quand on va vouloir répondre à un besoin business, au lieu d'avoir à revalider l'ensemble de notre application, on va avoir des flux de données et des flux applicatifs qui vont être hyper connus et hyper maîtrisés et bien documentés. Donc vous allez savoir que les données de l'application 1, elles sont utilisées par l'application 2, mais qu'elles sont utilisées par aucune autre appli. Donc vous pouvez vous permettre de ne valider qu'un certain nombre de votre stack et du coup d'être beaucoup plus rapide sur la réactivité. Le vrai souci qu'on a sur Java et les containers, c'est que, on peut le dire maintenant qu'on a des solutions, c'est que ça ne marche pas. Java, c'est lourd, c'est long à démarrer, ça mange énormément de mémoire, et du coup, dans un environnement de container et dans un environnement de restreint, il ne faut pas se leurrer, ça ne fonctionne pas bien. Du coup, après, les raisons, elles sont normales. Java, ça date des années 90. La manière de travailler a complètement changé depuis lors, donc il ne faut pas se leurrer sur le fait que, oui, c'est normal, ça ne répond plus aux besoins maintenant. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas forcément au niveau de Java, c'est qu'il y a un coût au niveau du startup qui est relativement conséquent, il y a la compilation just-in-time qui crée également aussi, qui participe à ce coût, qui permet d'optimiser vos applications, mais qui participe aussi à ce coût de démarrage. L'autre point, c'est qu'en fait, les métadonnées au niveau des classes occupent énormément de mémoire. Quand vous vous retrouvez sur des microservices,
et que vous chargez l'ensemble des métadonnées de l'ensemble de vos classes, ça va être les métadonnées de compilation, ça va être les métadonnées du just-in-time, de savoir que cette méthode elle est appelée souvent. Ça, c'est des métadonnées qui sont collectées par Java. Et du coup, vous vous retrouvez, quand vous avez énormément de microservices, à avoir le metaspace, donc ces métadonnées, qui représentent une quantité importante de données. Du coup, en termes de densité, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout, à égalité avec ce qui se fait dans le monde Node.js et ce qui se fait dans le monde Go. On n'est vraiment pas sur les mêmes ordres de grandeur, et comme je le disais, Java, ça ne fonctionne pas dans les environnements de ce type-là. Mais ça va fonctionner. On va s'attarder sur 4 bénéfices de Quarkus, les 4 grands principes qu'on a essayé de mener avec Quarkus. Le premier, c'est le plaisir de développer. J'ai essayé de vous le montrer là avec une démo, c'est d'avoir un environnement de développement qui est fluide, qui vous permet de vous tromper, qui vous permet de revenir sur ce que vous avez fait et de redémarrer instantanément votre application, et vous avez juste à rafraîchir et vous avez votre application qui est rafraîchie avec toutes vos nouvelles données. On ne fait pas de petits ajustements de compilation, on ne modifie pas les classes, on redémarre simplement l'ensemble du framework parce qu'il est rapide à démarrer. Du coup, vous pouvez vous permettre de tout casser et puis rafraîchir et boum, ça redémarre. On est basé sur des standards, mais on n'est pas limité à ça. On essaie d'apporter la touche en plus qui permet de simplifier les usages, qui permet de simplifier les 80% que vous faites tout le temps et de vous permettre d'être plus efficace dans votre travail. Le dernier point, c'est la compilation native, ce qui est en train de tourner là sur mon PC, et qui vous permet de construire des exécutables natifs et de résoudre ces problèmes de densité. Alors, ces problèmes de densité dont on parle, ça, c'est Quarkus sur une application REST toute simple, après la première requête. Donc, c'est vraiment, on a répondu à une première requête, le framework est complètement démarré. Si on compare à une stack traditionnelle Java, je ne vous donnerai pas son nom, mais vous savez tous de laquelle je parle, on est à peu près sur un facteur 1/10 quand on passe avec GraalVM. Mais même en mode OpenJDK, la manière dont on fonctionne avec Quarkus permet d'avoir des gains qui sont de l'ordre de la moitié. Quand on est sur une application un peu plus conséquente, donc là on a rajouté Hibernate ORM, un driver JDBC, voilà, de la persistance. On est sur des métriques qui sont un peu moins bonnes parce qu'on a forcément plus de code, mais toujours sur des ordres de grandeur assez similaires. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que, et vous l'avez vu parce que quand j'ai redémarré, Quarkus redémarrait quasi instantanément, c'est qu'on est sur des temps de démarrage qui sont très faibles, en particulier en mode GraalVM, on est maintenant capable de démarrer une application Java en quelques dizaines de millisecondes. Et ça encore, c'est les temps après la première requête, donc c'est bien une application qui est entièrement démarrée. Autre chose qu'on a essayé de faire, c'est que dans un environnement de microservices, vous allez très vite avoir des besoins réactifs. Le principe, c'est que vous allez avoir votre application qui va devoir répondre à des événements qui viennent d'une autre application, d'un autre microservice. Et du coup, vous allez mixer des besoins impératifs et réactifs. On a essayé d'unifier tout ça dans Quarkus. Et le réactif est vraiment à la base de Quarkus. Dernière chose qui a vraiment sous-tendu le travail qu'on a fait, c'est qu'on se base sur des choses qui existent. Donc Quarkus, c'est pas un truc tout nouveau avec des couches que personne ne connaît. C'est des couches qui existent, qui sont testées, qui fonctionnent, qui sont en production depuis longtemps. Et on a simplement repensé entièrement la manière de les assembler et la manière de construire les applications. Ce qui a vraiment fait naître la réflexion, c'est l'arrivée de GraalVM. Quarkus, c'est un framework qui est vraiment né avec un GraalVM en tête et ce que permettait de faire GraalVM. Qu'est-ce que c'est GraalVM? C'est une nouvelle manière de construire ces applications Java. C'est développé par Oracle. Le principe, c'est que, donc déjà, c'est polyglotte. Je ne vais pas m'attarder sur le côté polyglotte, je vais surtout parler de la partie Java. On a un compilateur Graal qui est entièrement écrit en Java, qui va partir du bytecode Java et qui va vous construire une application native, sans JVM, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre JDK complet qui débarque et compagnie. C'est vraiment une application native. Et vous avez une machine virtuelle minimale qui s'appelle Substrate VM, qui possède un GC, qui n'a pas de just-in-time compilation, qui est vraiment dédié à ses besoins microservices et à ses besoins de petites applications très denses. Le principe fondateur de GraalVM, c'est de se dire, Java, on est toujours parti du principe qu'on allait pouvoir ajouter des jars après la compilation.
Quand vous prenez votre application Java, vous rajoutez des jars, vos entités Hibernate que vous rajoutez, elles vont être prises en compte, les annotations vont être scannées. GraalVM part du principe qu'à partir du moment où vous compilez, votre monde est fermé. Vous ne rajouterez plus de classes, GraalVM connaît l'ensemble des classes. Du coup, il est en mesure d'analyser l'ensemble des chemins d'exécution et de se dire, ce champ-là, il n'est pas utilisé, cette méthode, elle n'est pas utilisée, cette classe, elle n'est pas du tout utilisée, j'enlève. Donc GraalVM va enlever tout ce qu'il juge pas nécessaire, ce qui permet d'avoir des exécutables relativement petits. Forcément, ça a des conséquences. Alors on ne va pas s'attarder sur toutes, on va surtout s'attarder sur celles qui font sens dans cette réflexion de monde fermé. Donc à partir du moment où on dit monde fermé, ça veut dire qu'on ne charge plus de classes dynamiquement. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de réflexion, parce qu'à partir du moment où vous faites de la réflexion, ça veut dire que vous pouvez charger n'importe quelle classe sans que GraalVM arrive à savoir que la classe a été utilisée. Alors on peut toujours faire de la réflexion, mais on doit le dire à GraalVM. On doit lui dire, je vais utiliser cette classe pour faire de la réflexion, je vais utiliser ce champ, intègre-le-moi dans mon image. L'autre point également, c'est que GraalVM, pendant sa compilation, va lancer les initialisateurs statiques, ce qui a un certain nombre de conséquences qu'on va voir plus tard. Quarkus, ça repense fondamentalement la manière dont on construit une application. L'objectif, c'est de déplacer le maximum de choses qui sont faites au démarrage vers la compilation, et de faire le plus de choses possible au moment de la compilation. Votre framework, quand il démarre, il fait plein de choses. Il va analyser vos fichiers de config. En général, vous en avez plusieurs. Vous allez avoir votre fichier YAML, vous allez peut-être avoir un persistance XML avec... voilà. Ça va scanner toutes vos classes à la recherche des annotations, à la recherche des services qui vont être chargés par le service loader. Ça va charger les getters, les métadatas. Ça va initialiser tout un tas de métamodèles pour vos librairies. Typiquement, Hibernate ORM, besoin d'un métamodèle. Hibernate Validator, besoin d'un métamodèle. Hibernate Search, besoin d'un métamodèle. Ça veut dire que pour chaque librairie que vous allez utiliser, vous allez devoir instancier un métamodèle, analyser les classes et construire un métamodèle à partir de ces classes. Évidemment, l'objectif de faire ça au build, il est évident, c'est qu'on va le faire une seule fois et qu'on ne va plus le faire après quand on va démarrer les applications. Donc forcément, votre application, elle va démarrer plus rapidement. Mais il y a d'autres bénéfices. L'un des intérêts de mener tout ce travail au moment de la compilation, c'est qu'on va être en mesure d'essayer de déterminer les classes qui vont être utilisées pour la réflexion, par exemple, et de pousser ça vers GraalVM. Du coup, quand je vous disais, vous devez manuellement déclarer vos classes pour la réflexion, en fait, Quarkus, dans la majorité des cas, va le faire pour vous. Donc vous n'avez pas cette charge de travail, on va configurer GraalVM pour permettre la compilation native. L'autre élément, auquel on ne pense pas assez souvent, c'est que si j'ai parsé un fichier XML, ça veut dire que j'ai dû charger un parseur XML. Ça veut dire que j'ai chargé JAXB, ça veut dire que j'ai chargé Xalan, que j'ai chargé Xerces. C'est 10 mégas. Oui, 10 mégas. Donc, juste le fait d'avoir chargé votre petit fichier de conf au démarrage, ça vous fait 10 mégas de mémoire qui vont rester comme ça, parce que toutes les classes vont être initialisées. L'idée de pousser l'analyse de ces fichiers au moment du build, c'est que du coup, vous pouvez enlever toutes ces classes. Et GraalVM va vous aider à ça, parce qu'avec son élimination de code mort, il va juste enlever toutes ces classes. Quarkus, il faut vraiment le penser comme un framework qui permet de pousser des choses à la compilation. Et c'est vraiment ça. Donc on a plein d'extensions, la liste elle est beaucoup plus longue que ça, et l'objectif pour chacune de ces extensions, c'est de se dire comment on peut repenser le démarrage de cette librairie pour pousser des choses au build. Et pour ça, on s'appuie sur Quarkus, sur un index d'annotation, sur une librairie qui permet de générer du bytecode, on génère énormément de bytecode, sur GraalVM et sur notre solution d'injection qui s'appelle Arc et qui est basée sur CDI. Ça paraît un peu nébuleux, donc je vais prendre un exemple très concret et on va d'abord se placer en mode JVM. Donc là, vous êtes dans une application Quarkus, mais vous êtes en mode JVM. Première chose qu'on va faire au moment du build, c'est qu'on va déjà scanner les annotations. Et à partir de ces annotations et de la configuration de build, on va générer du bytecode qui va permettre d'initialiser un certain nombre de choses. Avec ce bytecode et l'ensemble des classes qui sont nécessaires, on va construire un jar classique. Votre jar, vous allez le démarrer. On va lancer une partie du bytecode qui s'appelle le static init. Alors pour l'instant, vous n'avez pas idée de à quoi ça sert. Vous verrez l'usage juste après. On va lire la configuration de runtime, et ensuite, on va lancer le runtime init, qui est l'initialisation de runtime.
Maintenant, plaçons-nous dans un objectif exécutable natif. Avec un exécutable natif, on va faire la même chose. On va scanner les annotations. Du coup, à partir de ces annotations, on va être en mesure de construire le métamodèle. On va générer du bytecode et on va construire exactement le même jar. Mais au moment où on va faire la compilation native GraalVM, donc vraiment au moment de la compilation, on va exécuter cette phase qui s'appelle le static init, au lieu de l'exécuter au startup. Ensuite, on a GraalVM qui va éliminer tout le code qui ne sert à rien. Après cette phase-là, on a GraalVM qui va faire un snapshot mémoire et qui va vous construire votre exécutable natif. Au moment où vous allez démarrer, vous allez juste lire la configuration de runtime et lancer cette phase qui s'appelle le runtime init. Je vais vous prendre un exemple concret sur Hibernate. Le principe, c'est que, du coup, avant de construire l'application Java, on va scanner l'index pour trouver les entités. On va déjà savoir quelles sont les entités. On va pouvoir dire à Hibernate, voilà les entités. On ne va pas avoir besoin de le faire au démarrage. Et on va aussi faire ce qu'on appelle le bytecode enhancement Hibernate, tout ça au moment de la compilation. Ensuite, avant même d'avoir le native exécutable, on va construire le métamodèle de Hibernate ORM. Donc toute cette phase-là, qui normalement se fait au moment du startup, on va le faire au moment de la compilation. Et on va intégrer ce métamodèle à l'intérieur de l'exécutable natif. Le gros intérêt de ça, c'est que, accessoirement, toutes les classes qu'on utilise pour construire le métamodèle, qui sont en nombre extrêmement conséquent, elles ne sont plus utilisées après, donc on va pouvoir les enlever de l'exécutable natif, elles ne seront plus chargées. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, au moment où on va lancer l'application, on va juste construire la session factory à partir des métadonnées, ce qui est relativement rapide, et ensuite, on va initialiser tout ce qu'on ne pouvait pas faire, à savoir démarrer les connexions vers la base de données. Évidemment, on ne peut pas le faire à la compilation. Se connecter au cache, s'il y a des caches remote, démarrer les caches. Du coup, là, on voit bien qu'en fait, il y a plein de choses qui avant se faisaient là au moment du run, qu'on a poussé au moment du build, et ce qui nous permet d'avoir des temps de démarrage hyper optimisés. Alors, temps de démarrage hyper optimisé, on va regarder ce que donne notre exécutable natif. Donc là, j'ai construit en natif. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est juste une bête petite commande. Et là, normalement, j'ai un exécutable natif qui est prêt à démarrer. Et qui démarre en 18 millisecondes. 18 millisecondes, c'est j'ai démarré Hibernate ORM, j'ai démarré Hibernate Search, je me suis connecté au cluster et j'ai fait tout ce qui était nécessaire. Si je regarde mon application, maintenant, c'est exactement la même application. Je peux tester voir si ma recherche full text fonctionne, elle fonctionne encore. Donc là, je me retrouve avec une application Java, vous l'avez vu, je l'ai développée devant vous, qui démarre en même pas 20 millisecondes. Voilà, un autre élément que je voulais vous montrer sur la capacité... Ouais. Ah oui, non, il n'est pas accessible en mode production, donc vous ne le verrez pas, mais on intègre Swagger UI à l'intérieur en mode dev. Donc quand vous êtes en dev mode, vous avez Swagger UI et vous pouvez tester l'ensemble de vos API. Quelques éléments en plus par rapport à Quarkus. Donc on a un framework de test qui va avec. Le framework de test démarre complètement Quarkus. Donc vous êtes vraiment dans un environnement qui est extrêmement proche de votre production. On a toute la simplification de la partie entité avec ce qu'on a appelé Panache. Alors vous avez vu une toute petite partie de cette couche-là, mais je n'ai pas fait de requêtes ni rien. Quand vous avez des requêtes, on simplifie énormément l'écriture de requêtes. On a aussi une couche de compatibilité Spring Data JPA. Donc c'est pas Spring Data JPA, c'est quelque chose qui traduit les méthodes Spring Data JPA en éléments Quarkus. On a énormément d'outils après, donc pour ce qui est observabilité, donc on a OpenAPI, Swagger UI, on a tout ce qui est metrics qui est amené par MicroProfile, on a toute la partie vérifier que l'application fonctionne correctement qui est également amenée par MicroProfile. On a une intégration Flyway qui vous permet de gérer vos migrations de schémas. On intègre des extensions pour Kafka et pour Kafka Streams. On a tout plein de persistance. Alors évidemment, il y a les drivers JDBC. Vous avez vu le driver PostgreSQL. On a MySQL, MariaDB, SQL Server et sans doute encore un que j'oublie. On a du NoSQL avec MongoDB, Neo4j et puis Amazon DynamoDB. On a une intégration avec Apache Camel.
On a toute une couche de sécurité avec la gestion des JSON Web Tokens et une extension Keycloak qui vous permet du coup de faire du SSO. Et évidemment, vous pouvez ajouter vos propres dépendances. S'il n'y a pas d'éléments qui posent problème avec GraalVM, vous pouvez utiliser n'importe quelle dépendance Java. En fait, on ne crée une extension qu'à partir du moment où tiens, il faudrait rajouter cette classe en réflexion, et du coup, on va créer une extension pour permettre de faire ça facilement et que tous les utilisateurs n'aient pas à le faire. Et vous pouvez évidemment créer vos nouvelles extensions, on est toujours preneur de nouvelles extensions. Voilà ce que j'ai essayé de vous démontrer aujourd'hui et ce qu'on a essayé de faire avec Quarkus. Retrouver le plaisir de développer, faire en sorte que Java ce soit rapide et que ça permette de fonctionner dans des environnements très denses, unifier tout ce qui est impératif et réactif, et réutiliser plein de bibliothèques que vous connaissez, des standards. Voilà, je vous remercie.